Mon oncle m'a laissé 65 millions de dollars et je n'en ai parlé à personne. Ensuite, ma famille m'a invité à servir à leur gala de charité en tant que serveuse. Je me suis assise dans le bureau de l'avocat spécialiste des successions un mardi après-midi et j'ai fixé un nombre que j'ai dû lire 2 fois. Non pas parce que je ne le comprenais pas, car je le comprenais, mais la compréhension nécessitait un second passage pour être pleinement assimilé. 65 400 000 dollars. Le bureau était calme, de ce calme spécifique aux pièces où l'on discute régulièrement de grands nombres. Le calme habituel et sans précipitation d'un espace conçu pour absorber le choc sans le renvoyer. Richard Connolly, avocat spécialiste des successions, 29 ans de pratique. Le genre d'homme dont toute l'attitude professionnelle communique qu'il a déjà vu cela auparavant et qu'il va vous aider à le comprendre, était assis en face de moi et attendait pendant que je lisais le document pour la 3e fois. L'oncle Silas m'avait tout laissé. Pas une portion. Pas une part désignée. Tout. La totalité du domaine, bénéficiaire unique, sans condition. Silas Benedict, le frère cadet de mon père de 7 ans, l'homme que ma famille avait qualifié de paria, d'excentrique, celui qui refusait de venir à Noël, envoyait des cartes d'anniversaire sans adresse de retour et se présentait au dîner de famille peut-être 2 fois par décennie. Les cheveux en bataille et plein d'opinions, disant des choses qui faisaient se crisper la mâchoire de mon père. Mon père l'avait traité d'égoïste. Ma sœur Chloé l'avait qualifié d'étrange. Je l'avais considéré, dans mon propre jugement intime, comme la seule personne de ma famille qui m'ait jamais tendu une assiette lors d'un dîner de famille, me la tendant vraiment avec attention, au lieu de la faire glisser sur la table dans ma direction générale. En disant, les gens qui ont besoin d'annoncer leur raffinement ont généralement très peu de choses en dessous. Il avait regardé mon père quand il l'avait dit. Il avait regardé mon père puis m'avait regardé, et ce regard disait, je vois ce qui se passe ici. Tu n'es pas invisible pour moi. J'avais 31 ans, et ce souvenir avait 16 ans, et je l'avais gardé comme une petite lumière fiable dans une pièce qui était majoritairement sombre. Maintenant, Silas était mort, et Richard Connolly m'observait avec l'attention patiente d'un homme qui a appris que les gens ont besoin de temps face à des nombres importants, et je tenais un document qui transférait 65 millions de dollars à mon nom. Je l'ai plié soigneusement. Je l'ai glissé à l'intérieur de mon manteau. J'ai serré la main de Richard Connolly, je l'ai remercié pour son temps, j'ai confirmé le rendez-vous de suivi pour la semaine suivante, et je suis sorti dans l'après-midi d'octobre. Je suis resté sur le trottoir un moment, puis j'ai décidé de n'en parler à personne. Pas encore. Pas avant de savoir quelque chose que j'avais besoin de savoir. Laissez-moi vous parler de ma famille avant de vous parler du test, car le test ne prend tout son sens que dans son contexte. Mon nom est Evelyn Benedict. J'ai 31 ans. Je travaille, ou travaillais, à ce moment-là, comme correctrice dans une maison d'édition de taille moyenne de la ville, un emploi que j'occupais depuis 4 ans et qui me payait 54 000 dollars par an, et dans lequel j'étais sincèrement doué. À la manière spécifique de quelqu'un qui a passé toute sa vie à prêter attention à ce qui est réellement dit plutôt qu'à ce qui est présenté. Mon père, Gerald Benedict, a 64 ans et est le genre d'homme qui a construit toute son identité autour de la représentation d'un type particulier de réussite. Il est promoteur immobilier commercial, avec un succès modéré, mais pas exceptionnel, bien que vous ne le devineriez pas à sa façon de se présenter. Il conduit une voiture qui coûte plus cher que mon salaire annuel. Il porte une montre dont il mentionne le nom alors qu'il n'en a pas besoin. Il organise chez lui des dîners où l'on discute davantage de la sélection des vins que de la nourriture. Il est un homme qui a confondu l'apparence de la substance avec la substance elle-même, et il a entretenu cette confusion pendant si longtemps qu'il n'est plus capable de faire la différence. Ma sœur Chloé a 35 ans et gravite dans l'orbite de mon père, de la manière dont une lune gravite dans l'orbite d'une planète, complètement, continuellement, sans aucune gravité indépendante visible. Elle réussit par elle-même, ce que je tiens à reconnaître avec exactitude. Elle dirige une petite entreprise d'événementiel, et elle y excelle. Mais sa mesure du succès est toujours relative à la perception qu'en a mon père, et sa perception à lui est toujours relative à la façon dont cela rejaillit sur lui. Et ce mode de fonctionnement a fait de Chloé, au fil des ans, une personne dont la gentillesse est conditionnelle et dont la cruauté ne l'est pas. Je n'étais pas une favorite. Ce n'est pas une plainte. C'est un constat de la situation. J'étais la fille qui lisait au lieu de se donner en spectacle. La fille qui posait des questions au lieu d'accepter les réponses. La fille qui avait des opinions sur des choses sur lesquelles on ne m'avait pas assigné le droit d'avoir des opinions. J'étais,
dans la taxonomie familiale, la personne difficile. Non pas parce que je causais des problèmes, mais parce que je les remarquais. Et remarquer était, dans ma famille, la chose la plus dérangeante qu'une personne puisse faire. Silas avait remarqué que je remarquais, d'où l'assiette, d'où le commentaire, d'où les 65 millions de dollars dans un document plié à l'intérieur de mon manteau. Il avait passé 30 ans à construire quelque chose, principalement des investissements immobiliers, avec un portefeuille qui avait fructifié avec la patience spécifique d'un homme qui comprenait que le temps était l'instrument financier le plus puissant disponible. Et qui n'était pas pressé car il n'avait personne à impressionner. Il ne s'était jamais marié. Il n'avait pas d'enfant. Il avait, apparemment, observé sa famille pendant 3 décennies et pris une décision quant à l'endroit où le fruit de son travail devait atterrir. Il m'a choisi. J'avais l'intention de découvrir s'il avait raison. J'ai appelé mon père depuis un abribus à 6h47 du soir sous la pluie. La pluie était réelle. Elle avait commencé 1 heure après mon départ du bureau de Richard Connolly et n'avait pas cessé. Cette pluie spécifique d'octobre qui est assez froide pour être inconfortable et assez persistante pour être démoralisante. Je me tenais dans un abribus dans une rue que je ne fréquentais pas habituellement, avec un manteau qui était adéquat mais pas imperméable, et j'ai appelé mon père et j'ai laissé la pluie s'entendre dans ma voix car elle y était de toute façon. « Papa » ai-je dit, « je suis dans les ennuis. Je n'ai nulle part où dormir cette nuit, et je n'ai pas mangé depuis ce matin. Pourrais-tu m'aider » Il y a eu une pause. Evelyne, sa voix avait la texture spécifique qu'elle prend lorsque je fais quelque chose qu'il trouve fatigant. Je n'ai pas élevé une mendiante. Puis il a raccroché. Je suis resté dans l'abribus avec 65 millions de dollars pliés dans mon manteau, les mots de mon père résonnant dans mon oreille et la pluie sur le toit de l'abri produisant ce son particulier que fait la pluie quand il n'y a plus nulle part où aller. 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. La discussion de groupe de la famille. Papa, ne répondez pas à Evelyne. Elle cherche encore à attirer la compassion. Chloé, je l'ai déjà bloquée. Papa, gardez-la à distance. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'elle plaide sa cause avant que la succession ne soit réglée. La succession. La succession de Silas. Il pensait qu'elle était encore en jeu. Il pensait qu'il restait encore quelque chose à réclamer. Un moyen de contester, de manœuvrer ou de s'insérer dans une distribution qui, selon leur compréhension, n'avait pas été finalisée. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi, debout sous la pluie. Ils s'inquiétaient de perdre l'accès à l'argent qu'ils avaient déjà commencé à considérer comme le leur. J'ai pris une capture d'écran de la conversation. Ensuite, j'ai appelé ma tante Patricia. Elle a dit qu'elle n'était pas en position d'encourager l'instabilité, ce qui était une phrase complète qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle avait décidé de qualifier une demande d'abri de la part de sa nièce sous la pluie d'octobre. Elle a demandé, à la fin de la conversation, si Silas avait laissé des notes qu'elle pourrait examiner. J'ai répondu que je n'en étais pas sûr. J'ai aussi fait une capture d'écran de cette conversation. J'ai appelé mon cousin Derek, qui m'a suggéré un refuge spécifique, en donnant le nom, avec l'adresse internet, et a ensuite demandé si Silas avait tenu une sorte de journal financier dont la famille devrait être informée. J'ai répondu que je n'en étais pas sûr non plus. Capture d'écran. Puis Maya a appelé. Maya Bénédicte est ma cousine issue de Germain. Nos pères sont cousins, ce qui nous rend distantes de la manière dont les relations familiales sont décrites lorsque la proximité n'a jamais été réellement encouragée. Nous avions participé au même dîner de famille peut-être 8 fois au cours de nos vies. Nous avions échangé nos numéros une fois, lors d'un mariage il y a 5 ans. La façon dont vous échangez des numéros avec des personnes que vous appréciez assez pour le penser sincèrement, mais pas assez pour assurer un suivi régulier. Elle avait appris par quelqu'un que je cherchais un endroit où dormir. Où es-tu ? A-t-elle dit. Juste cela. Pas, que as-tu fait ? Pas, pourquoi es-tu dans cette situation ? Pas, je dois dire, Evelyne, que cela ne me surprend pas. Juste, où es-tu ? Je lui ai indiqué le croisement. Elle a dit qu'elle serait là. Cela lui a pris 3 heures car elle venait de l'autre bout de la ville, dans les embouteillages, sous la pluie, dans une voiture dont je me souvenais du mariage, avec un feu arrière fissuré qui, avait-elle mentionné, était sur sa liste de réparation. Elle travaillait de longues heures dans un bureau administratif d'hôpital. Pas un travail prestigieux, pas un travail bien rémunéré.
Le genre de travail qui exige l'endurance spécifique de quelqu'un qui a appris à faire en sorte qu'un seul salaire couvre 3 problèmes. Lorsque ces phares sont apparus à travers la pluie, je me tenais dans l'abri depuis 3 heures. Elle est sortie dans un sweat à capuche trempée. Elle portait un sac de course en papier. Elle a dit, « Tiens, prends ça. » Et quand j'ai ouvert le sac, de la soupe dans un récipient scellé, des biscuits salés, une paire de chaussettes en laine, une brosse à dents encore dans son emballage, et une enveloppe glissée sur le côté avec 100$ pliés à l'intérieur. « Ce n'est pas grand-chose, » a-t-elle dit, et elle l'a dit avec la gêne de quelqu'un qui a peur de ne pas en avoir fait assez. C'était ce moment-là. Pas la soupe, pas les 100$. La gêne. La mortification spécifique d'une personne qui n'a presque rien et craint pourtant de ne pas donner assez, qui a mesuré l'écart entre ce dont vous avez besoin et ce qu'elle peut fournir et s'excuse pour l'ampleur de cet écart. Je ne lui ai pas parlé du document dans mon manteau. J'ai pris les provisions. J'ai dit merci. C'est exactement ce qu'il faut. Je le pensais sincèrement. Pendant le mois qui a suivi, je suis restée silencieuse. Le silence ressemblait à ceci, je suis retournée à mon appartement, où j'avais été pendant tout ce temps, qui avait toujours été disponible, car l'abribus avait été un test et non une réalité, ce que je n'avais révélé à personne. Je suis allée travailler. J'ai répondu aux courriers électroniques de Richard Connolly concernant le processus de documentation de la succession. Je l'ai rencontré 2 fois de plus pour achever les formalités de transfert et pour travailler avec son associée, une assistante juridique nommée Sandra Park, qui travaillait au cabinet depuis 14 ans et qui gérait les éléments administratifs du transfert avec l'efficacité habituelle de quelqu'un qui a fait cela de nombreuses fois, et qui comprend que la rigueur est la plus haute forme de respect pour la procédure. Et j'ai constitué le dossier. Chaque message, capturé en écran. Chaque appel, noté avec l'heure et le contenu. La discussion de groupe. La conversation de ma tante. La suggestion de refuge de Derek suivie de sa question sur le journal financier. Le message de Chloé, 3 jours après la pluie, qui disait « La pauvreté a toujours été un problème de personnalité chez toi, Evelyne. » Ce n'est pas intéressant. Je ne lui avais rien demandé. Elle l'avait simplement envoyé, de son propre chef, car elle avait apparemment décidé que la réponse appropriée à ma situation perçue était un diagnostic. Capture d'écran. J'ai tout organisé par date. J'ai écrit un résumé d'un paragraphe pour chaque interaction et j'ai joint la documentation correspondante. Je n'ai pas fait d'éditorial. Je n'ai pas ajouté de commentaires. J'ai laissé les archives parler en tant qu'archives, de la manière spécifique dont les archives parlent lorsqu'elles sont complètes et organisées, et qu'elles ne nécessitent pas que quiconque discute de ce qui s'est passé. Ensuite, l'invitation est arrivée. Enveloppe crème, lettre dorée, l'adresse du domicile de mon père comme adresse de retour. La fondation de la famille Bénédicte vous invite cordialement à son gala de charité inaugural en soutien aux familles confrontées à des difficultés soudaines. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai posé. Ensuite, j'ai fait la seule chose que je n'avais pas faite depuis le mois écoulé depuis ma visite au bureau de l'avocat spécialiste des successions. La seule chose que je gardais pour l'occasion appropriée. J'ai ri. Juste une fois. Juste assez. Chloé a appelé 2 jours après l'invitation. Sa voix avait la qualité spécifique qu'elle prend lorsqu'elle me rend un service pour lequel elle estime mériter d'être reconnue. Une chaleur qui cache une démarche calculée en dessous. La chaleur d'une transaction déguisée en cadeau. L'entreprise de recrutement manque de personnel pour le gala, a-t-elle dit. J'ai pensé à toi. Tu pourrais aider à servir pour la soirée. Ce serait bien pour toi. Une leçon d'humilité, peut-être, de manière constructive. Une pause. Utilise l'entrée du personnel. Et Evelyne, s'il te plaît, ne rends pas la situation bizarre. Je ne le ferai pas, ai-je répondu. Je pensais déjà à la robe. La robe était en soie bleu nuit. Je l'avais achetée cette semaine-là dans une boutique où je ne serais jamais entré auparavant, auprès d'une vendeuse qui a passé 40 minutes avec moi, sans jamais me faire sentir que je n'appartenais pas à ce type de clientèle. J'ai relevé mes cheveux, j'ai mis les chaussures, et j'ai porté le diamant de Silas. Le collier qui figurait dans la documentation de la succession, que Richard Connolly m'avait transféré lors de la 2e réunion. C'était un collier de diamants blancs et de saphirs sertis sur du platine, qui était en la possession de Silas depuis 20 ans, et que ma sœur avait, lors de diverses réunions de famille,
mentionné comme le genre de bijou qui appartenait vraiment à la lignée principale de la famille. Les documents de succession disaient le contraire. J'avais appelé Richard Connolly la semaine précédente et lui avais demandé de préparer un document que je pourrais apporter au gala. Une page, la signature de Silas en haut, avec témoins et authentification notariée, les termes du legs dans leur intégralité, et une phrase qui contenait la réponse complète à toutes les questions que ma famille se posait depuis le jour de la mort de Silas. Je laisse la totalité de la succession, sans exception ni division, uniquement à Evelyn. Ensuite, j'ai sollicité le lieu du gala, un hôtel dans le quartier de l'Upper East Side, le Carmichael, que mon père avait réservé pour la soirée et que j'avais discrètement contacté 2 semaines plus tôt pour un type d'assistance spécifique. Le maître d'hôtel, un homme nommé Thomas Chen qui travaillait dans l'établissement depuis 18 ans et qui communiquait par courrier électronique avec la précision spécifique et calme de quelqu'un qui prend ses demandes au sérieux, m'a confirmé que les pages d'addenda que je souhaitais distribuer à chaque table seraient préparées et prêtes. J'avais également préparé les encarts pour la liste des invités, les captures d'écran, organisées par date, imprimées sur du papier crème dans la même police de caractère que le programme du gala, sans légende, sans cadrage éditorial, juste les archives, en séquence, avec les horodatages. Parlant d'elle-même. Papa ne répondait pas à Evelyn. Elle cherche encore à attirer la compassion. Chloé, je l'ai déjà bloquée. Papa, gardez-la à distance avant que la succession ne soit réglée. Tante Patricia, je ne suis pas en position d'encourager l'instabilité. Question de suivi sur les notes de Silas expurgées pour des raisons de longueur. Chloé, la pauvreté a toujours été un problème de personnalité chez toi. Utilise l'entrée du personnel. Et Evelyn, s'il te plaît, ne rends pas la situation bizarre. Thomas Chen a confirmé cela à 6:00 du matin le jour du gala. À 7:00 du soir, une limousine noire s'est arrêtée sous l'auvent de l'hôtel Carmichael. Je suis sorti. Le hall d'entrée du Carmichael était aménagé pour le gala, des fleurs, des guirlandes lumineuses, le son ambiant particulier d'un événement qui n'a pas encore atteint son plein élan. Les portes de la salle de bal étaient ouvertes. Un orchestre jouait un morceau instrumental et retenu. 140 invités en tenue de soirée se déplaçaient entre les tables de cocktail et les vues de la ville par les fenêtres. Je suis entré par la porte principale. Pas par la ruelle, pas par la porte du personnel. L'entrée principale, sous le lustre, avec le diamant de Silas accrochant la lumière de la façon dont les diamants accrochent la lumière lorsqu'ils ne s'attendent pas à être en présence des personnes qui pensaient qu'elles auraient dû les avoir. L'orchestre ne s'est pas arrêté, mais un violon a manqué une note. Les conversations se sont raréfiées. Les gens se retournent lorsque quelque chose qui contredit leurs attentes entre dans une pièce. Non pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce que l'attention humaine est attirée par les informations qui ne correspondent pas au modèle existant. J'étais la personne difficile de la famille. J'étais celle à qui l'on avait dit d'utiliser l'entrée du personnel. J'étais celle dont la pauvreté avait toujours été un problème de personnalité. Je me tenais à l'entrée de la salle de bal vêtue de soie bleu nuit, avec 65 millions de dollars, et un diamant que les personnes présentes dans cette pièce avaient considéré comme la propriété de la lignée familiale principale. Mon père était près de la scène. Il s'est retourné lorsqu'il a entendu la conversation changer. Chloé était à côté de lui en soie pâle. La robe était magnifique et elle y était magnifique, et elle arborait le sourire d'une femme qui a joué la confiance gracieuse depuis si longtemps qu'elle ne fait plus la distinction entre la représentation et la réalité. Ce sourire était conçu pour la salle. Il était prêt pour les appareils photo. Il avait été construit pour durer toute la soirée. Elle s'est retournée en même temps que mon père. Elle a vu le diamant en premier. Le sourire a tenu pendant très exactement une demi-seconde après que le reste de sa personne a compris. Puis il a disparu, non pas progressivement, mais d'un seul coup, de la même manière qu'une projection s'arrête lorsque la source d'alimentation est coupée. Elle a traversé la pièce. Elle m'a attrapé le poignet. J'ai baissé les yeux vers sa main sur mon poignet. Elle a lâché prise. Thomas Chen est apparu avec un plateau en argent. Sur le plateau, une enveloppe crème, scellée, avec mon nom à l'extérieur et son écriture. Madame Evelyn, a-t-il dit, l'addendum scellé du programme que vous avez demandé. Mon père a essayé de rire. C'est sorti comme quelque chose qui avait été conçu comme un rire et qui s'était transformé en un son totalement différent. Il doit y avoir une erreur, a-t-il dit. Ce n'est pas Evelyn. Ce n'est pas la soirée pour.
Il y a bien eu une erreur, ai-je dit. Pendant des années. J'ai ouvert l'enveloppe. Pas rapidement. Je l'ai ouverte avec le rythme délibéré de quelqu'un qui comprend que la salle a besoin de temps, a besoin de comprendre que ceci n'est pas une interruption, que c'est le programme, que personne ne viendra rediriger la soirée vers ce qu'elle était avant mon entrée. Le document. La signature de Silas. Les termes du legs. L'unique phrase. Je l'ai brandi. Mon père l'a lu. Son visage est passé par plusieurs étapes en environ 4 secondes. Reconnaissance. Calcul. La pâleur spécifique et épuisante d'un homme dont les certitudes structurelles viennent d'être anéanties. Silas m'a tout laissé, ai-je dit à l'assemblée. Pas très fort. Avec la voix que j'utilise lorsque j'énonce un fait dont je veux qu'il soit perçu avec précision. La totalité du domaine, sans exception. 65,4 millions de dollars. Bénéficiaire unique. J'ai fait un signe de tête à Thomas Chen. Le personnel s'est déplacé silencieusement dans la salle de bal, déposant des pages de couleur crème à côté des verres d'eau, sans cérémonie. Avec l'efficacité habituelle d'un hôtel qui préparait ses encarts depuis 2 jours, et qui a, selon les mots de Thomas Chen lorsque j'avais expliqué le plan, un fort intérêt à s'assurer que nos événements se déroulent de manière transparente. Les gens ont ramassé les pages. Ils lisaient de la manière dont les gens lisent lorsqu'ils sont dans une salle publique et qu'on leur a remis des informations privées. Avec soin, avec l'immobilité spécifique de quelqu'un qui assimile une information et ne sait pas encore comment se comporter une fois l'information digérée. Papa, ne répondez pas à Evelyne. Elle cherche encore à attirer la compassion. Un homme à la table du premier rang a lu la phrase et a regardé mon père. Chloé, je l'ai déjà bloqué. Une femme près de l'allée a lu le message, a posé la page et a pris son sac de soirée. Utilise l'entrée du personnel. Et Evelyne, s'il te plaît, ne rend pas la situation bizarre. Un donateur près du bar, un homme que j'ai reconnu grâce aux descriptions de mon père comme étant quelqu'un dont il cultivait la contribution depuis 2 ans, a plié sa carte de promesse de don. Pas en 2. Il l'a pliée en 4. Chloé a saisi un exemplaire. Ses mains tremblaient au point que le papier faisait du bruit. Tu es en train de nous ruiner, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Je corrige le programme, ai-je répondu. C'est notre œuvre de charité, a-t-elle dit. Ce sont nos donateurs. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire à. Votre œuvre de charité, ai-je répondu, soutient les familles confrontées à des difficultés soudaines. J'ai laissé cela en suspens un instant. C'était la formulation de l'invitation. Vous avez choisi ces mots. Elle a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. J'ai passé un mois à faire des recherches sur les difficultés, ai-je dit. J'ai découvert que cela dépend très fortement de qui se trouve dans votre famille et s'ils répondent au téléphone. Mon père a prononcé mon prénom. Juste une fois. Presque doucement. Evelyne. Et pendant une seconde, une brève seconde désorientante, j'ai entendu dans sa voix quelque chose que j'avais attendu d'entendre toute ma vie. Pas de l'autorité, pas une représentation. Quelque chose d'humain et de petit et de trop tardif. Le son d'un homme qui vient de comprendre quelque chose et qui n'est pas encore capable de l'articuler. Je l'ai regardé. J'ai repensé à l'abribus. À la pluie. Au poids spécifique de rester debout dans l'air humide d'octobre avec 65 millions de dollars pliés dans mon manteau, et à la voix de mon père dans mon oreille disant qu'il n'avait pas élevé une mendiante. Pendant que la discussion de groupe s'activait autour de moi comme une petite machine efficace conçue pour me tenir à distance. J'ai pensé à Maya, arrivant sous la pluie dans un sweat à capuche trempé avec de la soupe, des biscuits salés et une enveloppe contenant 100 $, avec le visage gêné de quelqu'un qui craint de ne pas en avoir fait assez. Evelyne, a répété mon père. Je ne suis pas venu ici pour te demander quoi que ce soit, ai-je répondu. Je suis venu pour te donner exactement ce que tu m'as donné. Et qu'est-ce que c'était? J'ai glissé de nouveau la page dans l'enveloppe. Rien. J'ai quitté le gala à 9h15 du soir. Thomas Chen a tenu la porte. La limousine était sur le trottoir. Je l'avais réservée pour la soirée, de la même manière que l'on réserve un moyen de transport pour n'importe quelle occasion qui le requiert, sans drame, sans représentation, parce que la logistique d'une vie qui est désormais la mienne est simplement de la logistique. Je me suis assise sur la banquette arrière alors que la voiture s'éloignait du car Michael,
j'ai regardé la ville défiler par la fenêtre et j'ai ressenti, et je veux être précise à ce sujet, non pas du triomphe. Non pas de la satisfaction de la manière simple dont la satisfaction est généralement décrite, mais quelque chose de plus complexe, le sentiment spécifique d'une personne qui a fait une chose nécessaire qu'elle n'aurait pas souhaité avoir à faire. Mon téléphone a vibré. Maya. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose au gala. Je ne sais pas ce qui se passe et je ne pose pas de questions. Je voulais juste dire que je suis heureuse que tu ailles bien. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai fixé le message pendant un moment. Puis j'ai tapé ma réponse. J'ai besoin de te parler. Es-tu libre pour dîner cette semaine? Elle a répondu en 4 minutes. N'importe quel soir, c'est toi qui choisis l'endroit. J'ai tout raconté à Maya pendant un dîner dans un restaurant que j'ai choisi, un jeudi, à une table que j'ai réservée, avec une bouteille de vin que j'ai sélectionnée en fonction de ce que je pensais qu'elle apprécierait, plutôt que de ce qui impressionnerait quiconque nous regarderait. Elle a écouté de la manière dont elle avait écouté depuis l'abribus, sans interrompre, sans recadrer, sans l'agitation spécifique de quelqu'un qui construit une réponse pendant que vous parlez. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment. « Tu as testé tout le monde ?» a-t-elle dit. « Oui, et tu me le dis maintenant. »« Oui. »« Pourquoi ?» J'ai pensé au sac en papier, aux chaussettes, aux $100, à la gêne qui m'avait presque brisé. Pas le geste, mais la peur derrière celui-ci. La peur d'une personne qui n'a presque rien et qui craint pourtant de ne pas donner assez. « Parce que tu es venu, ai-je répondu. Et parce que tu es venu gêner. Et parce que ces deux choses combinées sont la seule chose que j'ai rencontrée dans ma famille depuis très longtemps à laquelle je crois totalement. » Elle a regardé son verre de vin pendant un instant. « Je ne suis pas venu pour de l'argent, » a-t-elle dit. Je ne savais rien d'une quelconque succession. « Je sais, ai-je répondu. C'est pour cela que je suis ici. » Je lui ai expliqué ce que j'avais en tête. Pas de la charité. Je n'étais pas intéressé par la dynamique d'un bienfaiteur et d'un bénéficiaire, qui est la dynamique autour de laquelle mon père avait construit toute son identité, et que j'avais vu ronger chaque relation qu'elle touchait. Quelque chose de différent. Un investissement dans son éducation, si elle souhaitait la poursuivre, sous la forme d'un fonds de placement auquel elle pourrait accéder selon son calendrier pour ses propres projets. Un partenariat dans un projet qu'elle avait mentionné, au cours du dîner, et auquel elle pensait depuis des années. Un service d'orientation de santé communautaire, pour aider des gens comme ceux qu'elle voyait tous les jours au bureau administratif de l'hôpital à trouver les ressources dont ils ignoraient l'existence. Je ne peux pas accepter, a-t-elle commencé. Maya, ai-je dit. Tu as traversé la ville sous la pluie avec de la soupe, des chaussettes et $100 que tu ne pouvais pas te permettre de dépenser. Tu n'as rien accepté pour toi-même dans cette transaction, à part l'opportunité d'aider quelqu'un qui en avait besoin. Je l'ai regardé. Laisse-moi faire la même chose. Elle a mis sa main sur sa bouche. Puis elle a ri. Un vrai rire. Le genre de rire surpris. Celui qui survient lorsque le soulagement, la gratitude et la désorientation arrivent simultanément et produisent quelque chose d'incontrôlé. D'accord, a-t-elle dit. D'accord. Mon père a appelé 3 semaines après le gala. Il avait laissé 4 messages vocaux avant celui-ci, que j'avais écoutés sans rappeler. Les 3 premiers étaient des variations de contrôle des dégâts, d'explication, de recadrage, avec la syntaxe spécifique d'un homme qui essaie de construire un récit dans lequel son comportement est compréhensible. Le 4e était plus court. Le 5e est celui auquel j'ai répondu. Il n'a rien dit pendant un instant. Puis, ton oncle était la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais dit la vérité sur moi-même. Je n'ai pas aimé ça. C'est pour cela que je l'ai traité d'égoïste. J'ai accusé le coup de cette révélation. Je sais, ai-je répondu. Je ne sais pas comment. Il s'est arrêté. Je ne sais pas ce que je demande. Je le sais aussi, ai-je dit. La conversation n'était pas une résolution. Je veux être honnête. Il n'y a pas eu de scène où mon père est devenu le père que j'avais espéré, et les décennies ne se sont pas réorganisées en quelque chose de meilleur que ce qu'elles ont été. Il a 64 ans, et la personne qu'il a été pendant 64 ans est la personne qu'il restera en grande partie. La prise de conscience qu'il a eue au téléphone était réelle, et elle était aussi tardive, et ces deux choses sont vraies simultanément, et aucune n'annule l'autre.
Nous sommes dans ce que je décrirais comme un contact prudent et occasionnel. Il ne m'a pas demandé d'argent. Je n'en ai pas proposé. C'est, à sa manière, l'arrangement le plus honnête que nous ayons jamais eu. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.